Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la review de Clash of Champions 2017, la dernière review de l'année, c'était le dernier pay-per-view WWE en cette longue année 2017, puisqu'il y a eu au total je crois 16 pay-per-view. L'année prochaine on en aura 14, donc ça va faire du bien franchement, pour ce genre en fait de raisons. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, toute l'année pour moi on a eu trop de pay-per-view cette année. Et pour moi, Clash of Champions, ça fait un peu partie de ce genre de show qu'on aurait totalement pu éviter. Et très clairement, si on n'avait pas eu Clash of Champions, je pense que personne n'aurait crié au scandale. Très clairement, c'est le genre de pay-per-view totalement oubliable. Par exemple, c'est le genre de show que je vais regarder une fois et basta. Je ne le reverrai jamais ce show, en tout cas je ne pense pas. Donc voilà. Je vous avais également dit que dans la vidéo pronostic, je n'attendais pas ce pay-per-view. Et je m'en suis rendu compte que j'étais loin d'être le seul, puisque pour voir si j'étais l'un des rares à être dans ce cas, j'ai fait un sondage sur Twitter pour savoir si les gens en fait attendaient le show. Il y avait trois propositions de réponse, oui, non ou OSEF, et il y a seulement 22% de oui, donc j'ai été assez choqué, et du coup je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à ne pas attendre ce show. Et je l'ai également vu au niveau du nombre de vues que j'ai fait sur ma vidéo pronostic, puisqu'en général je fais facilement 1000 vues, ou en tout cas aux alentours de 1000 vues, et là je crois j'ai fait genre dans les 700 vues, donc voilà, preuve que les gens n'attendaient pas spécialement ce pay-per-view, et il y avait de quoi, très clairement il y avait vraiment de quoi. Donc je pense que comme pour la vidéo pronostic, je pense pas que la vidéo sera aussi longue que d'habitude, parce que je vais essayer d'être assez rapide, je vous le dis franchement. Donc je vais pas perdre de temps, et je vais donc vous présenter déjà le pay-per-view en lui-même. Donc le pay-per-view s'est tenu le 17 décembre 2017. C'était au TD Garden de Boston, donc dans le Massachusetts. Et le thème musical de ce pay-per-view, c'était Champion de The Roots. Un thème plutôt sympa, alors c'est du rap, c'est pas spécialement le style de musique que j'aime bien, mais un thème qui colle parfaitement en fait au pay-per-view. Donc j'ai pas forcément à me plaindre. Je vais parler très rapidement du kick-off, puisque comme vous le savez, c'était la séparation de l'équipe légendaire des Hype Bros. Et bien au final, c'est Mojo Rawley qui s'est imposé en battant son ancien partenaire Zack Ryder. C'était logique, voilà, tout simplement, c'était logique. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire, j'ai presque pas regardé le match, donc voilà. Écoutez, on va pas perdre plus de temps, on va rentrer dans le vif du sujet, et donc on va commencer par l'opener de la soirée, qui était donc le Triple Threat match pour le titre US. J'ai trouvé que c'était un bon choix de le mettre en opener, parce que c'était un match quand même qui donnait envie, et puis je trouve que c'est toujours cool de commencer un pay-per-view par un Triple Threat match. Donc c'était Dolph Ziggler face à Bobby Roode et Baron Corbin. Le match a duré 12 minutes, donc c'est une durée plutôt correcte. Je vous avoue que j'aurais pas rechigné sur 3 à 5 minutes en plus, surtout que vu les deux derniers matchs qu'on a eu lors de ce show, il y avait quand même moyen de faire durer les deux premiers matchs du show plus longtemps, très clairement. Donc mon avis sur ce match, je vais être assez rapide dessus, c'était vraiment un match plaisant, genre vraiment. L'avantage, c'est que Baron Corbin a été assez mis de côté, il était assez en retrait lors de ce match, on l'a très peu vu, il était souvent envoyé à l'extérieur du ring. Et tant mieux d'ailleurs, parce que vous le savez, je n'apprécie pas Baron Corbin, et puis on va pas se le cacher, mais si on peut profiter des deux meilleurs catcheurs dans le ring, moi ça me va toujours, je vais pas vous le cacher. Donc on a eu des beaux échanges entre Bobby Roode et Dolph Ziggler. Baron Corbin est venu passer sa tête de temps en temps, notamment en portant des Deep Six, et puis voilà, en venant faire le big guy. Mais non, c'était vraiment un triple threat match vraiment très cool pour lancer le pay-per-view. Je me suis même dit peut-être que ça allait être le meilleur match du show. Et puis je vais revenir directement à la fin du match. Et bien en fait, à la fin, comment ça s'est passé? On a eu un petit peu un reboot Je crois que cette prise-là, on l'avait déjà eu lors du Triple Threat match entre Corbin, Styles et Ziggler, lors du dernier SmackDown de 2016. Donc voilà, on a le End of Days de Baron Corbin sur Bobby Roode et le zigzag de Ziggler sur Baron Corbin en même temps. Et du coup, Ziggler fait le tomber sur Baron Corbin, nouveau champion des États-Unis, Dolph Ziggler. C'est la seule surprise de ce pay-per-view. Vraiment, je m'y attendais pas.
Pour moi, hein, s'il devait y avoir un changement de titre lors de ce match, ben, c'était pour Bobby Roode. Euh, Vraiment, j'aurais vraiment mais jamais misé sur Ziggler, donc assez surpris. Je sais pas ce qu'il compte faire de lui du coup, parce que justement, ben, depuis sa victoire l'année dernière sur le Miz pour le titre intercontinental, ben, c'était le dernier moment, on va dire, marquant de sa carrière, quoi. Depuis, on va pas se le cacher, hein, mais 2017, il n'a rien foutu. Le mec n'a rien foutu en 2017, il a eu aucune mise en avant, il a eu aucun moment marquant. Donc du coup, ben, grosse surprise, nouveau champion Dolph Ziggler. Ça me dérange pas, sans déconner, moi ça me dérange pas, vous le savez, je n'aime pas Baron Corbin, donc bah moi ça me dérange pas. Maintenant, faut voir ce qu'ils vont faire de Ziggler en fait. Donc je sais pas vraiment quoi penser de ce changement de titre, mais tout ça pour dire que c'était vraiment un bon match avec une bonne fin. Donc du coup, j'ai mis 8 sur 10. Pour moi, c'est le deuxième meilleur match de la soirée. Ensuite, alors le deuxième match de ce pay-per-view, c'était le Fatal 4-Way pour les Tag Team Championships donc de SmackDown. On avait donc les champions, les Usos, face à Chad Gable et Shelton Benjamin, le New Day, donc c'était Kofi Kingston et Big qui catchaient, et Eden English et Rusev, match qui a duré 13 minutes, donc là aussi, encore une fois, j'aurais pas rechigné sur 4 à 5 minutes en plus. À noter que Eden English et Rusev ont fait un petit speech au micro. Le public de Boston d'ailleurs était chaud bouillant sur le Rusev Day. J'espère vraiment qu'ils vont s'en servir et bien. Voilà, j'espère que contrairement à Breezango, ils vont savoir capitaliser là-dessus et j'espère vraiment qu'ils vont pas être rétrogradés dans ce côté comédie wrestling et j'espère vraiment qu'ils vont bien s'en servir parce que pour moi il y a vraiment un potentiel assez énorme avec ces deux-là. Ils étaient super over lors du pay-per-view, ça m'a fait vraiment plaisir d'ailleurs. Donc voilà, pour moi c'est le meilleur match de la soirée et de toute façon comme je l'ai dit hein, sur Twitter, pour moi l'année 2017, le point positif lors des pay-per-view de cette année, ben, c'est le tag team wrestling. On a eu que des bons matchs tag team cette année et vraiment pour moi c'est 2017 à la WWE, pour moi c'est l'année des tag team matchs. Vraiment, encore une fois, le meilleur match de ce pay-per-view, bah, ça a été le tag team match. C'était un très très bon match, vraiment, c'était vraiment très très bon. Après, c'est pas une surprise quand vous voyez les quatre équipes dans ce match, ça me paraissait évident, mais c'était vraiment très très cool. C'était vraiment très très cool. J'ai noté que le seul moment de flottement qu'on a eu, c'était lorsque on avait une domination de Chad Gable, Shelton Benjamin d'un côté et de Rusev et Eden English de l'autre. Ça a été le seul moment, on va dire, où le rythme a baissé. Et une fois que cette domination s'est estompée, bah, c'est reparti à 2000 à l'heure et c'était super plaisant. On a eu une super kick partie des Usos, on a eu un Chad Gable en mode Kurt Angle avec des German suplex à gogo. Enfin, c'était un match très très plaisant, vraiment très plaisant, très très cool. Et c'est ça le catch, tout simplement. Pour moi, ça a été le meilleur match de la soirée, de très très loin. Et en fait, à la fin du match, comment ça s'est passé? Eh bien, en fait, on a eu un super kick donc, sur Chad Gable enchaîné d'un splash de l'un des Usos de la troisième corde sur Chad Gable. Donc voilà, pour la victoire des Usos qui conservent les ceintures par équipe. C'était vraiment un très bon match et pour moi c'est le meilleur match de la soirée. J'étais en train de faire mon top 10 des meilleurs matchs de l'année. Je sais pas si je vais le mettre dedans, je suis un petit peu embêté. Du coup d'ailleurs, note à part, à la base cette vidéo devait sortir en fin de semaine. Je pense que je vais l'inverser avec le top 3 et flop 3 des meilleurs pay-per-view et des pires pay-per-view de l'année. Voilà, ça c'était une petite note à part. Mais tout ça pour dire que c'était vraiment un match très très cool. Donc j'ai mis la note de 8,5 sur 10. Et c'était vraiment très très cool, j'en redemande. Et puis ben jusque-là, on avait un pay-per-view vraiment très très bon. Vraiment, on a vraiment commencé la soirée à 2000 à l'heure. Et là, c'est la dégringolade. C'est-à-dire que pour moi, hein, après c'est que mon avis bien sûr, pour moi, à partir de ce moment-là, RAS, vraiment rien à signaler. Mais je vais quand même finir la review de ce show quand même. On va enchaîner avec le match pour le Women's Championship. On avait Charlotte face à Natalia dans un Lumberjill match. Match qui a duré 11 minutes. Et puis ben, je vais être très très rapide sur ce match. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, pour moi, ce match, c'était le néant. En fait, ce qui s'est passé, comme d'habitude, c'est que quand la heal était envoyée du côté des heals, ben, elle se faisait pas attaquer.
Et quand c'était la face qui se faisait envoyer du côté des heels, et ben les heels attaquaient la face. Et après, il y a eu une grosse embrouille à l'extérieur du ring, comme dans tous les Lumberjack matchs. Et vraiment, ce match, pour moi, c'était le néant, sans déconner. J'ai noté que le spot du match, c'est le moonsault à l'extérieur de Charlotte dans les Lumberjills. À noter d'ailleurs Lana, qui est tombée, hein, qui a vendu, hein, alors que Charlotte est tombée à 1m50 de elle. Hein. C'était quand même assez magnifique, ça. J'ai également noté que Carmella a tenté de cacher sa mallette pendant le match, mais Ruby Riott, je crois, l'a frappé. Et puis à la fin du match, Charlotte conserve le titre en portant et en faisant abandonner Natalya avec son figure 8. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'était vraiment pas terrible, mais de toute façon, je vous l'avais dit, les Lumberjack matchs, ça a rarement donné vraiment des bons matchs, à part le Rollins-Ambrose, c'est vraiment le seul match qui me vient en tête. Et vraiment, voilà, pour moi, ce match, c'était l'un des pires matchs de la soirée. J'ai mis 3 sur 10, j'ai vraiment pas aimé ce match. À noter une promo d'après-match de Natalya, qui semblait assez émue. Elle nous a dit que le WWE Universe lui a tourné le dos. Eh bien, c'est à son tour de tourner le dos au WWE Universe. Donc, je sais pas si c'est la fin de sa carrière, je ne sais pas. Le fait de la voir en pleurs comme ça, je sais pas, ça ressemblait vraiment à une fin de carrière pour elle. Et en tout cas, si c'est le cas, merci pour elle, parce que je trouve que c'est une catcheuse qui est tombée au mauvais moment. C'est-à-dire que quand elle était vraiment au début de sa carrière, elle n'est pas tombée dans la meilleure des périodes pour montrer son potentiel catchesque. Et c'est bien dommage. Mais c'est une catcheuse que j'apprécie quand même, Natalya. Et je sais pas si c'est la fin de sa carrière, mais si c'est le cas, merci quand même pour tous ces bons moments, parce que l'air de rien, elle a quand même fait des bons matchs, Natalya. Et puis voilà, j'ai mis 3 sur 10 et on va pouvoir passer à la suite. La suite, qu'est-ce que c'était la suite? Eh bien, c'était un match, je pensais à la base que ça devait être dans le pré-show. Au final, non. C'était les Bludgeon Brothers contre Breezango. Match qui a duré 2 minutes. Je me doutais bien évidemment que les Bludgeon Brothers allaient s'imposer, mais je pensais pas que le match allait être aussi court en fait. Donc voilà, 2 minutes. Donc voilà, Breezango ont presque rien foutu. Et puis au final, c'est les Bludgeon Brothers qui se sont imposés grâce à leur double crucifix sur Fandango. Donc voilà, victoire des Bludgeon Brothers, c'est pas une surprise. J'ai mis 1,5 sur 10 et c'est le moins bon match de la soirée. Et très clairement, quand vous voyez ces deux matchs-là qu'on vient de se taper par rapport aux deux premiers, c'est le jour et la nuit, très clairement. Ensuite, on va enchaîner avec l'un des matchs les plus attendus de la soirée, même si moi j'en avais strictement rien à foutre. Je vous l'avais dit, j'en ai plein le cul de cette rivalité, de cette storyline autour de Shane McMahon et de Kevin Owens et Sami Zayn. Donc le match, c'était Shinsuke Nakamura et Randy Orton contre Kevin Owens et Sami Zayn, avec en arbitre spécial Daniel Bryan et Shane McMahon. Match qui a duré 21 minutes, pour moi c'est beaucoup trop long. Genre vraiment, ça a été beaucoup trop long. Le match aurait dû durer genre 15 minutes, vraiment gros maximum. Vraiment, je suis désolé, pour moi ce match a été beaucoup trop long. Et comme je vous l'avais dit, qu'est-ce qui s'est passé? Le match s'est limite plus concentré sur Shane McMahon, Daniel Bryan, que sur les catcheurs de ce match en fait, et c'est ça qui m'a dérangé. Pour vous dire, par moment, je regardais même pas ce qui se passait dans le ring. Je me concentrais sur Shane McMahon et Daniel Bryan. Et c'est ça le problème en fait. J'ai noté qu'il y a eu beaucoup de mésententes entre Daniel Bryan et Shane. Au niveau des comptés dans le coin du ring, au niveau des tombées. Au début, en fait, ils faisaient les tombées tous les deux en même temps. Donc du coup, forcément, ça allait pas. J'ai noté que le mouvement de ce match, la prise de ce match, c'est le splash de Kevin Owens sur Nakamura sur la table des commentateurs. Voilà, une prise qu'on peut voir totalement à SmackDown, quoi. Rien de exceptionnel, on va dire. Et puis je vais revenir sur le tournant du match, en fait. Alors, si je me souviens bien, on a eu un RKO de Randy Orton sur Sami Zayn. Et donc, Shane faisait le tomber, et en fait, Kevin Owens, en rentrant sur le ring, a poussé Daniel Bryan, en fait, sur Shane McMahon, et du coup, Shane McMahon était furieux, parce que vraiment, Shane, il voulait virer les deux, il voulait vraiment plus voir Kevin Owens et Sami Zayn à SmackDown. Du coup, le mec était furieux, il a cru que Daniel Bryan l'avait fait exprès. Et ensuite, l'autre controverse qu'on a eue, puisque donc, en fait, à un moment, Sami Zayn
si je me souviens bien, faisait un roll-up sur Randy Orton, et Shane McMahon a arrêté de compter à 2. Ça me fait beaucoup penser, je crois qu'il avait également fait ça à Stone Cold Steve Austin dans le début des années 2000, et je crois qu'au compte de 2, il lui avait fait un fuck. Ça m'a fait beaucoup penser à ça. Et donc, bah, pareil, Daniel Bryan, il comprend pas, il demande à Shane, qu'est-ce que tu fais? C'est pas cool, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Et donc, pendant qu'ils étaient en train de s'embrouiller, eh bien, en fait, on a Sami Zayn qui refait un roll-up sur Randy Orton. Et là, eh bien là, Daniel Bryan, il a fait un compte express, 1, 2, 3, mais alors vraiment très très rapidement, au point que Shane McMahon a voulu sauter sur Daniel Bryan, mais il a même pas eu le temps. Donc voilà, victoire de Kevin Owens et Sami Zayn, grâce à Daniel Bryan, on peut le dire. C'était pas surprenant, hein, on va pas se le cacher, c'était très prévisible. Le match en lui-même était pas mauvais, c'était pas un mauvais match en lui-même, mais c'était digne d'un SmackDown en fait. Enfin, je veux dire, si on avait eu ce match à SmackDown, ça m'aurait pas choqué, c'était pour moi pas digne d'un match de qualité pay-per-view, hein, très clairement. Surtout vu les catcheurs dans le ring, on a quand même Nakamura, Zayn, Owens, Orton, quoi qu'on en dise, qui est un futur Hall of Famer. Donc bon, il y avait quand même du beau monde dans le ring, et franchement, ouais, tu pouvais en attendre mieux, ça c'est clair et net. Donc au niveau de la note, j'ai mis 6 sur 10. Et la seule intrigue vraiment pour moi qui peut m'intéresser du côté de SmackDown, c'est justement qu'est-ce qui va se passer lors du prochain SmackDown entre Shane McMahon et Daniel Bryan. À mon avis, ça risque d'être assez tendu, mais voilà. Donc voilà, au niveau de la note, j'ai mis 6 sur 10. Et enfin, on arrive au main event de la soirée. C'était pour le WWE Championship. On avait le Modern Day Maharaja, Jinder Mahal, contre AJ Styles, le champion. Et je vous avais dit dans ma vidéo pronostic que je n'étais vraiment pas serein pour le coup. J'étais vraiment pas bien à un moment, puisque Jinder Mahal a réussi à enchaîner un coup de genou, je crois, dans la nuque de AJ, et il a réussi derrière à enchaîner avec le Calas. J'étais vraiment pas bien à ce moment-là, j'ai serré les fesses, hein, très clairement. Mais sinon, ce match, j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. Je vous le dis, c'était chiant, vraiment très très chiant. La deuxième partie du match, quand AJ a réussi à revenir et à égaliser, on va dire, quand le match était plus en mode 50-50, c'était mieux, franchement c'était mieux. Mais alors quand Jinder a dominé le match, et il l'a dominé quand même assez longtemps, c'était sacrément chiant, hein, vraiment, c'était super chiant. Il a fait un travail sur les abdos, sur les côtes de AJ, et c'était méga chiant. Alors est-ce que, je pense, ce qui a également fait que ça me passionnait pas, bon déjà parce que c'était Jinder Mahal qui dominait, et il y avait également le fait qu'on venait quand même d'enchaîner beaucoup de matchs pas terribles. Donc je pense que c'est aussi un mélange des deux trucs qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à m'intéresser à ce que je voyais, mais c'était quand même vraiment pas terrible. Comme prévu, les Singh Brothers ont intervenu, hein, quelle surprise. Du coup, AJ les a démontés, merci AJ. Et à la fin du match, eh bien, AJ Styles a réussi à porter son calf crusher, et eh bien, le Modern Day Maharaja a été obligé d'abandonner. Et donc voilà, AJ conserve le WWE Championship pour notre plus grand plaisir. Jinder ne sera pas de nouveau champion, et tant mieux, j'avais vraiment peur, je vous le dis franchement, j'avais vraiment peur, mais heureusement ça ne s'est pas fait. Match qui a duré 23 minutes, là aussi comme pour le match précédent, pour moi c'est beaucoup trop long. Pour moi les deux premiers matchs en fait auraient mérité plus de temps, et les deux derniers moins. Voilà, c'est ce que je vous avais dit en début de vidéo. Pour ce qui est de la note, j'ai mis 5,5 sur 10. C'était vraiment pas terrible, surtout pour AJ Styles. On peut le dire, je pense, hein, je pense que je n'oublie pas de match en route, mais je pense que c'est le moins bon match de AJ Styles en pay-per-view. Et comme par hasard, c'est face à Jinder Mahal. Quelle coïncidence! Et bien voilà, la review de ce pay-per-view est terminée. Quand on fait la moyenne des matchs de ce show, on arrive à la magnifique note de 5,41 sur 10. C'est l'une des pires notes que j'ai mis cette année en pay-per-view. Je crois qu'il y a seulement Fastlane qui a eu pire que ça cette année. J'ai mis 5,2 je crois à Fastlane. Donc on peut le dire, Clash of Champions a de grandes chances de terminer dans mes flops. Il faut que je me refasse les pay-per-view de l'année, que je me revoie les affiches qu'on a eues. Mais je pense que Clash of Champions a de très grandes chances de finir dans mes flops.
Très clairement, hein, c'était un pay-per-view totalement oubliable. J'avais zéro hype autour de ce pay-per-view et j'ai eu raison. J'ai vraiment eu raison de rien en attendre parce que, à part les 2 premiers matchs, pour moi, ce show est totalement oubliable, quoi. Franchement, ce show est totalement oubliable. Donc voilà, après j'ai envie de vous dire, c'était pas une surprise, hein, donc voilà, on finit l'année pas très bien, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà, je vous invite à donner votre avis en commentaire, hein, sur ce pay-per-view, hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pour ce qui est de la fin d'année, qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne? C'est assez simple. Je vais faire le bilan de l'année. Donc ça, ce sera, je pense, la dernière semaine de 2017, hein. Je vais également sortir, je pense, en fin de semaine, le top 3 et flop 3 des pay-per-view de l'année. En début d'année 2018, en janvier, vous aurez, du coup, je pense, le top 10 des meilleurs matchs de l'année 2017 dans le roster principal. Vous allez également avoir 2 reviews d'anciens Royal Rumble et vous aurez bien évidemment la vidéo pronostic du Royal Rumble et de NXT TakeOver Philadelphie. Donc voilà, normalement c'est ce qui va arriver lors des prochaines semaines sur la chaîne. Pour ce qui est de la FAQ, je pense que je la ferai pour février ou mars. Je sais que normalement je devais la faire en fin d'année, mais voilà. La vidéo est terminée, je vous ai fait un petit peu le topo de ce qui va se passer lors des prochaines semaines sur la chaîne. Je vous invite tout simplement à réagir en commentaire sur le pay-per-view, à liker pour le soutien, à partager si vous voulez, pour faire découvrir la chaîne peut-être à l'un de vos potes. Et puis voilà, c'était la dernière review de l'année. On se retrouve donc en fin de semaine pour le top 3 et flop 3 des pay-per-view de l'année 2017. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.